Je vais pas vous fatiguer trop les yeux parce que j'ai pas de diaporama derrière. Donc l'article reprend quelques trucs théoriques, mais ça va plutôt être discursif. Donc bonjour, je m'appelle effectivement Catherine Chanteloup. J'ai été formée en médiation équine dans la Loire, à Montbrison, auprès de Biodynamique Aval et Equiways. Je suis notamment par ailleurs professionnelle de l'accompagnement éducatif et parental. Bon, j'ai travaillé avec toutes les tranches d'âge et les 12 dernières années auprès des 0-3 ans, qui est un public qui m'est extrêmement cher. Et ce matin, en fait, je vais revenir sur la théorie de l'attachement qu'on a vu papillonner hier quelques moments au niveau de la table ronde. Pourquoi ? Parce que la théorie de l'attachement, ce qu'elle a mis en valeur, c'est en fait extrêmement important. Donc ça va contacter c'est ce qui se passe dans nos premiers jours, nos premières semaines, nos premiers mois de vie. Et ça vient nous aider tout à chacun, donc on est tous passés par là, à construire notre sécurité intérieure. Et c'est sur cette sécurité, au départ pour le tout petit qui est extérieur, qu'il va ensuite, au fur et à mesure que l'enfant grandit, intérioriser, si les conditions sont bonnes. C'est là-dessus que l'enfant va se baser pour aller explorer son monde dans les toutes premières années de sa vie. Donc ça a un impact extrêmement intéressant. Alors j'espère pas endormir trop non plus votre mental, parce qu'il est possible que pour la plupart des personnes présentes, que ce que je vais dire soit des évidences. Quelqu'un m'a dit qu'une évidence non formulée n'était pas une évidence. On n'a peut-être pas forcément tous les mêmes évidences. Donc toute évidence mérite d'être exprimée. Du coup, sur quoi se base, de quoi elle part cette théorie de l'attachement ? Elle part d'une évidence. L'être humain est fondamentalement, et c'est vital pour lui, un être social. Donc, comme les chevaux, nous sommes des créatures, des êtres de lien, d'interaction, d'échange. C'est-à-dire que je vous apprends rien, le bébé est le mammifère le plus vulnérable, le plus dépendant qui existe. Il est longtemps dépendant de quelqu'un pour sa survie. Mais ce qui est maintenant prouvé, c'est que non seulement on doit répondre à ses besoins premiers, donc la sécurité physique, manger, dormir, boire, être changé, mais pour que le cerveau et le système neurobiologique de l'enfant se développent au mieux, il faut aussi répondre à ses besoins d'interaction. Il a besoin d'attention, il a besoin d'écoute, il a besoin de la prosodie de la langue, donc de verbal, il a besoin bien sûr de non-verbal, il a besoin de regard, il a besoin de sourire, il a besoin d'être contenu dans les bras, il a besoin de toucher, d'être touché. Et ce sont des choses qui sont éminemment importantes, et c'est évidemment des choses que qui ne va pas se donner lui-même, que c'est la personne qui s'occupe de lui qui va devoir lui donner, ou les personnes qui s'occupent de lui. La deuxième chose, donc, c'est qu'en effet, dans le contexte idéal, le bébé est dépendant donc de quelqu'un pour survivre. Longtemps, ça a été la mère, mais aujourd'hui, il s'avère, au fur et à mesure que l'enfant grandit, de jours en semaines, en mois, plusieurs figures d'attachement, puisque la personne, ce qu'on appelle un caregiver, la personne qui va s'occuper de lui, va devenir une figure d'attachement pour l'enfant, une base de sécurité extérieure. Donc il est avéré aujourd'hui que plusieurs bases sont extrêmement bénéfiques pour l'enrichissement neurovégétatif, donc la construction cérébrale optimum de l'enfant, tout ce qui est apprentissage, etc. Et donc dans le cas idéal, je vais revenir assez vite sur les types d'attachement, et ensuite moi je me suis intéressée à regarder dans deux des système un peu abîmé, où est-ce que la médiation équine pouvait apporter énormément de possibilités de réparation, avec des guillemets bien sûr. Donc la théorie de l'attachement, dans le cas idéal, c'est quand même plus que la moitié de la population, donc on est tous passés par là, 60% à peu près des personnes, c'est des chiffres avant Covid, et avant l'explosion des écrans, ça serait intéressant de savoir aujourd'hui, ça je ne les ai pas. Donc 60% de la population, le cas idéal, le bébé qui a passé 9 mois logé, nourri dans un milieu liquide arrive à l'air, il est bombardé de stimuli de stress, donc il laisse ça traverser son corps, il laisse ses émotions exploser, il va développer des signaux, des comportements, donc pour alerter la personne qui est censée s'occuper de lui, enfin celui ou celle ou ceux qui sont proches de lui, et qui vont venir répondre à ses besoins. Donc, dans le cas idéal, je vais prendre deux exemples. Une porte claque, un bébé a peur parce qu'il était en train de dormir, il se réveille en sursaut, donc il pleure.
où il crie parce que le choc a été quelque chose de très stressant pour lui. Dans la réponse idéale, peu de temps après, une figure d'attachement, maman, papa, nounou, peu importe, quelqu'un qui est auprès de l'enfant régulièrement pour répondre à ses besoins, arrive, le sécurise, le prend dans ses bras ou selon la position, le caresse, lui parle, etc. Donc il sécrète tout un tas de choses en interne qui viennent apaiser tout ça. Et de répétition en répétition, sur ce schéma idéal, donc vous imaginez pour ceux qui sont parents, dans une journée, le nombre de stress et le nombre de réponses qu'on peut apporter. Donc au fur et à mesure des réponses, de ces demandes et de ces réponses, ce bébé va s'apaiser, il va comprendre qu'il est entendu, que quand il s'exprime, quelqu'un vient voir ce qui se passe. Il va donc laisser traverser les émotions, laisser traverser les sensations. Il ne va pas se couper forcément de ce qui se passe, puisque quand il exprime, il va donc développer des comportements, et la figure d'attachement va y répondre. Et donc ça va devenir pour lui des bases de sécurité externe sur lesquelles il va s'appuyer pour aller explorer le monde. Donc on est vraiment là dans les apprentissages, l'éducation, la parentalité. Les 3 thèmes sont vraiment présents. Ça, c'est ce qui se passe quand tout va bien. Et quand, malheureusement, c'est pas les conditions idéales. Alors, l'autre exemple que je voulais prendre, c'était, le bébé a extrêmement mal au ventre. Donc, c'est pareil, il est connecté à sa sensation corporelle, il la laisse passer, il crie. Et donc, quelqu'un vient voir, comprend ce qui se passe, l'attrape, il va lui réchauffer le ventre, le masser, éventuellement changer la couche, etc. Donc quand ça se passe pas comme ça, quand le bébé a les mêmes stress, parce que tous les bébés ont les mêmes changements de milieu et les mêmes stress, pour reprendre mon exemple, la porte claque, le bébé a peur, il crie, il pleure, il réagit, et il y a un temps plus ou moins long qui arrive. Quelqu'un va venir, ou peut-être pas tout de suite. C'est plus compliqué du coup pour lui d'apaiser son interne. La chimie va être différente, il ne va pas sécréter les mêmes hormones, et automatiquement la fiabilité de l'environnement ne va pas lui apparaître de la même façon. Donc on a dans le premier cas ce qu'on appelle un attachement sécure, et dans le deuxième cas, on a ce qu'on va appeler, donc pour 40% de la population, un développement type insécure. Alors attention, c'est pas déterministe, c'est pas pour mettre des étiquettes, en plus j'ai horreur de ça, mais il faut quand même, je trouve que c'est un éclairage extrêmement intéressant pour quiconque accompagne quiconque, parce que on est tous passés par là, ça laisse des traces, et on a en accompagnement, quel que soit l'âge, des personnes qui sont aussi marquées de cette, quand même de cette réalité-là, avec les croyances que ça peut impacter, engrammer. Donc j'ai perdu un peu le fil. Oui, voilà. Donc 40% de la population va être en attachement dit insécure. Alors quand on va tout au bout des 40%, on va avoir à peu près 5% dont je ne vais pas forcément parler là, parce que c'est ce qu'on appelle l'attachement désorganisé. C'est-à-dire que là, le bébé peut crier, peut faire tout ce qu'il veut. La réponse va être complètement déphasée. Donc soit c'est une brutale, donc le bébé n'a pas de réponse, ou bien il a une réponse violente. Donc il va être sidéré, il va être effrayé. Et il est évident qu'au niveau chimique, au niveau interne, il est incapable de s'adapter, de trouver un mode opératoire, ce qu'on appelle un comportement d'attachement. Il peut pas, donc il va être complètement désorganisé. Donc ça, c'est souvent en plus c'est systémique, hein, c'est souvent avec d'autres facteurs. Si on peut bien sûr avoir beaucoup de bienfaits avec la médiation équine, dans ces cas-là, c'est parce qu'on est équithérapeute ou parce qu'on va travailler en lien étroit, soit en présence, soit en lien étroit avec un thérapeute, parce que c'est souvent des cas beaucoup plus thérapeutiques, voire cliniques. Donc moi, je vais m'occuper des 35% entre guillemets d'enfants qui ont une réaction de parents, on va dire, les parents sont là, mais la réaction est soit inadaptée, soit pas fiable. Tantôt on arrive vite, tantôt on n'arrive pas vite, tantôt on arrive, on est disponible, tantôt on ne l'est pas. Il y a quelque chose d'un peu aléatoire qui ne permet pas que les branchements, on va dire, pour la sécurité extérieure soient stables. Donc l'enfant va développer alors ce qu'on appelle des comportements d'attachement. Donc il y a 2 cas. Pour reprendre mon exemple, la porte claque, je crie, j'ai peur. Il y a un temps assez long. Est-ce qu'il va venir, est-ce qu'il va pas venir? Quelqu'un arrive et je me retrouve avec une petite tétine dans la bouche, et puis ou alors, on me prend dans les bras, mais maman est au téléphone en train de parler avec quelqu'un, pas forcément une grosse disponibilité. Dans ces cas-là, on va avoir de la part de l'enfant quelque chose qui va être un comportement d'attachement qui va être un peu insécure, instable, dans ce qu'on appelle ambivalent. Tantôt j'ai une réponse, tantôt je ne l'ai pas, et des fois quand j'en ai une, elle est adaptée, des fois quand j'en ai une, elle n'est pas adaptée.
En général, dans ces cas-là, l'enfant va pousser son comportement d'attachement. C'est-à-dire, comme il n'est pas sûr d'avoir une réponse, il peut crier plus fort, crier plus souvent, pleurer plus fort, pleurer plus souvent. Il peut s'agiter davantage, essayer d'attirer plus l'attention, de façon à être sûr d'avoir une sécurité ou d'avoir une réponse et de pousser éventuellement le cadre. Donc là, j'ai quand même quelques clins d'œil avec ce qui vient d'être dit avant. Même si on ne doit pas catégoriser et déterminer les choses, mais voilà, ça peut être des enfants qui du coup vont avoir besoin de trouver le cadre, ils vont avoir besoin d'avoir la réponse de l'autre, puisque on sait maintenant qu'en tant qu'être social, on existe par le regard des autres. Elle se construit dans le regard de l'autre, pour revenir ensuite vers sa construction à soi. Donc dans le deuxième cas, la porte claque et j'ai peur, et là il va y avoir effectivement... alors c'est plutôt là en fait que maman arrive avec le téléphone à l'oreille, c'est-à-dire qu'il y a une réponse mais il n'y a pas une disponibilité, ou alors c'est encore c'est que c'est qu'une porte, rendors-toi, c'est pas le temps pour un enfant de 2 ans ou 2 ans et demi, voilà, il va y avoir une réponse certes, mais elle est pas en phase, elle est pas adéquate. Donc là, on va avoir ce qu'on appelle un attachement évitant, et l'enfant va se dire, mais en fait, ça sert à quoi que j'exprime mon besoin, ça sert à quoi que je laisse passer l'émotion ou que j'appelle pour que quelqu'un me soulage de la douleur parce que j'ai mal au ventre. Je suis pas sûre que quelqu'un vienne. Voire même si la réaction est déphasée, je vais peut-être me faire discret parce que je sais pas trop quelle réaction je vais avoir. Donc ça, c'est des modes opératoires qu'on engramme très tôt, qui encore une fois ne nous enferment pas parce que heureusement on a une neuroplasticité. Alors les neurosciences sont très intéressantes, il ne faut pas non plus rester que dans le cerveau, on a aussi tout notre corps et toute notre chimie corporelle qui participe à notre construction, donc on a aussi ce qui se passe dans notre cœur. Mais vous entendez bien que dans les exemples que j'ai pris, ou dans l'attachement insécure, ambivalent et évitant, il y a quand même automatiquement des trous dans le fil d'attachement et des endroits où la régulation des émotions, par exemple, où le raccord à son corps, à ses perceptions sensorielles vont être abîmés. Et donc c'est là, notamment, mais à plein d'autres endroits aussi, que la médiation avec le cheval peut apporter des choses. Parce que une séance de médiation, automatiquement, c'est déjà une proposition d'interaction différente. Donc en fait, j'ai regardé 2 endroits. J'ai regardé les 2 endroits qui s'abîment le plus, l'interaction à l'autre. Donc la médiation avec le cheval va proposer déjà une interaction avec un autre être humain et un autre être vivant qui est le cheval. Le cheval qui est connecté, qui est sensible, qui est émotif et qui va être dans l'instant en lien avec l'enfant, le jeune ou l'adulte. Et j'ai regardé aussi donc après la reconnexion à soi-même, donc à ses émotions, à son corps, à tout ça. Donc le cheval est un être, comme je l'ai dit, social. Il est facilement en interaction avec nous et sur une séance de médiation, le lieu est logiquement sécurisant. La personne qui est praticienne va être bienveillante, va mettre en œuvre ce qu'il faut pour que l'espace soit sécure au maximum. Et donc c'est un lieu de possibilité de reconnaissance qui est important. Donc on peut expérimenter ce que ça veut dire qu'être vu, être entendu. Et ça peut être très très réparateur, notamment pour les enfants d'attachement type évitant, qui ont tendance à faire après des personnes un peu préoccupées. Voilà, après on peut avoir aussi quand même des croyances qui s'engramment, comme est-ce que j'ai le droit d'exister, est-ce que ça sert à quelque chose, voilà. Parce que le tout petit peut pas remettre en cause l'adulte, donc il intègre que c'est sa faute entre guillemets. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent ensuite rebondir dans sa construction. À tout moment, on peut, et heureusement, retrouver des bases de sécurité, et à tout moment, l'enfant va pouvoir recréer un lien d'attachement, par exemple avec son institutrice, avec un coach sportif, avec quelqu'un d'aligné qui va prendre soin de lui et lui apporter d'autres valeurs, d'autres croyances, et surtout répondre d'une autre façon, avec une cohérence et une pertinence à ce qu'il va exprimer, au fur et à mesure qu'il va grandir. Donc je reprends sur la médiation équine et ses apports donc par rapport au lien, en fait, à recréer du lien et l'envie de lien et la confiance dans le lien et les vecteurs de sécurité intérieure. Donc la séance de médiation équine, c'est aussi un lieu de rencontre. Donc la rencontre avec le praticien, certes, mais surtout la rencontre avec le poney ou avec le cheval. Et donc on va essayer d'aller voir un peu qui est-ce qu'il est, quelle personnalité il a, quel caractère il a. Donc si lui a un caractère, si on va chercher à voir qui il est, ça veut dire que, et s'il existe en face de moi, ça veut dire qu'éventuellement moi aussi je peux avoir un caractère, une personnalité, et moi aussi je peux exister en face de lui, et en face du praticien ou de la praticienne. Donc ça veut dire que quelque part c'est un endroit de réparation potentielle de l'altérité.
C'est un lieu aussi où on va exprimer un autre endroit, un autre possible de communication. Non verbal, verbal, comment je vais pouvoir lui faire comprendre ce que je veux, comment je vais pouvoir faire en sorte de comprendre ce qu'il veut. On va aussi avoir tout l'aspect, j'ai un impact sur l'autre. Donc ça peut aussi être très très réparateur dans le sens où ça peut, selon l'âge de l'enfant, du jeune ou même de l'adulte, venir conscientiser des choses, venir mettre en lumière certains types de comportements ou de croyances que l'on avait et participer à les modifier. Et dans la partie, alors il y a plein d'autres entrées bien sûr, mais là le timer n'est pas mis en route et du coup on vient de me faire signe. Donc il y a plein d'autres, vous en connaissez certainement, hein, comme je vous dis, c'est peut-être des évidences ou des portes ouvertes ce que je vous redonne là. Mais donc dans l'aspect reconnexion à soi, c'est bien sûr un lieu, la médiation équine, où on a énormément de stimulation sensorielle et psychomotrice. Donc on a un lieu énorme de reconnexion à son corps. Le cheval est dans l'instant, il nous y ramène. Il a une capacité à nous co-réguler, quel que soit notre âge, par rapport à sa chimie, son champ magnétique, etc. C'est aussi le cheval fonctionne dans son cerveau limbique, donc l'enfant aussi, et il nous ramène, quel que soit notre âge, dans un espace beaucoup plus, dans une corporalité différente et dans un espace chimique un peu différent et électrique un peu différent. Et donc il y a un effet miroir que je trouvais très intéressant au niveau de la parentalité, puisque du coup le cheval a des besoins. Donc est-ce que moi je les connais, mes besoins, est-ce que j'en ai aussi, comment j'y réponds? Le cheval a des rythmes, et donc quels sont les miens? Donc pour les parents, c'est quelque chose qui peut être très intéressant à les pacifier et apprivoiser. Le cheval sait en général ce qu'il veut, est-ce que moi je sais? Le cheval sait nous dire ce qui lui convient, ce qui lui convient pas. Le cheval, le poney, l'âne. Est-ce que moi je sais faire ça aussi? Bien sûr, il sait poser ses limites, il va chercher souvent les nôtres. Est-ce que nous, on sait le faire? Donc tout ça, c'est des choses qui sont très intéressantes en parentalité. On l'a vu hier dans les deux super exemples qu'on a eus. Ça veut dire quoi prendre soin? Ça veut dire quoi respecter? Tout ça, c'est des façons de venir réparer la perception qu'on a eue dans le lien à l'autre et du coup de venir reconnecter des espaces où on peut exister pour soi-même et trouver du coup de quoi rapiécer des éléments qui auraient été malmenés au tout début par rapport à nos repères de sécurité interne. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Merci beaucoup. Est-ce que je peux profiter du micro pour faire une remarque personnelle, mais que j'ai envie de partager? Je peux? Trop tard, je l'ai pris. Je suis dans l'éducation depuis vraiment très longtemps, du moins le périéducatif, et j'ai vraiment beaucoup à cœur le toute petite. Je suis ravie que sur un thème cheval, éducation, parentalité, apprentissage, on ait eu hier des mots comme épanouissement, alignement. Il y en a eu d'autres. Là, je suis un petit peu stressée, donc je les ai plus. Mais donc, je suis vraiment hyper heureuse d'avoir entendu ce qui s'est dit. Et moi, je voulais rajouter que la cohérence interne, pour pouvoir être en animation, en médiation avec un animal comme le cheval, et pour pouvoir quelque part être interprète dans l'accompagnement de quelqu'un, et quel que soit son âge, et interprète de ce que va dire le cheval, de ce qui va se révéler au niveau de l'humain, je trouve qu'il est essentiel d'avoir aussi un travail sur soi, en amont et tout au long de sa pratique et tout au long de sa vie. Et quelque part, est-ce que c'est pas ça, être un être humain? Voilà. Merci.